Alors l'idée d'utiliser les neurosciences, c'est venu après beaucoup d'années de pratique, où je me suis rendu compte que je me heurtais parfois à des difficultés pour les apprentissages pour les enfants en maternelle, que je ne saisissais pas toujours comment les enfants fonctionnaient. Et puis j'ai découvert sur Internet un monsieur qui s'appelait Howard Gardner, et qui est donc le père des intelligences multiples. Et en fait, c'est par là que je suis entrée. Mais en même temps, j'ai aussi eu un bilan de compétences parce que je m'interrogeais aussi sur mon rôle d'enseignante. Je ne savais plus trop où j'allais. Donc, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai rencontré une personne qui m'a permis de me former, c'est-à-dire Pascal Toscani. Et elle m'a permis de me former sur à la fois les neurosciences et les intelligences multiples. Et donc, ça a été suivi très vite d'un voyage au Québec, où on a vraiment vu la pratique des intelligences multiples dans une classe, maternelle, primaire et collège. Et après cela, pour moi, ça a été une évidence. Ça a été une évidence. Ça a changé en premier lieu le regard qu'on porte sur les enfants. C'est-à-dire qu'il est plus possible maintenant de dire qu'un enfant n'est pas intelligent, qu'il est fainéant. Tous ces mots-là, à partir du moment où on commence à parler du cerveau et qu'on comprend, c'est des termes qui n'ont plus lieu d'être. Donc ça a vraiment changé le regard parce que les enfants qui ont des difficultés, que ce soit dans l'apprentissage du langage ou des choses comme ça, on ne le voit plus comme une difficulté, mais comment remédier pour qu'il apprenne et comment remédier en passant par d'autres portes qu'on n'a pas toujours l'habitude, nous, dans notre société, d'utiliser. On utilise beaucoup la notion de mathématiques, la notion d'apprenttage à la lecture, mais on oublie plein d'autres intelligences, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont une intelligence musicale, et on l'a vu ce matin dans le petit film, par exemple, le petit garçon qui joue, qui est un petit garçon très intra et qui aime beaucoup jouer de la musique, il joue très très bien de la musique. Et donc c'est utiliser tout ça, toutes ces intelligences-là, ça nous donne une palette d'intelligence. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse, mais c'est un moyen d'avoir un regard différent, c'est-à-dire de rentrer, de comprendre les enfants d'une autre manière, peut-être en passant par l'intelligence du corps, kinesthésique, ou l'intelligence musicale, ou l'intelligence artistique, qui est la visuospatiale, et de se dire que si un enfant est intelligent en passant par ces intelligences-là, ben, il peut aussi apprendre la lecture, les maths, et qu'on on ne pose plus de critères de valeur comme on a peut-être pu en poser. Dans le sens de intelligent, pas intelligent, doué, pas doué. Voilà. Et donc, ça a vraiment changé le regard sur les enfants. C'est de se dire que tous les enfants ont un potentiel, mais dans des choses différentes. Alors, dans ma classe, ça a changé beaucoup de choses. Parce que j'ai essayé de faire en sorte que dans les locaux qu'on pouvait utiliser, c'est-à-dire la salle de motricité ou même le vestiaire, je puisse avoir dans ma classe des lieux qui représentent toutes les intelligences. C'est-à-dire que des enfants puissent pouvoir avoir un endroit pour faire de la musique, pour avoir de la création, de peinture. Et ça a changé aussi la manière de fonctionner. Puisque dans la classe, maintenant, c'est beaucoup de petits lieux où on met plus particulièrement dans la classe les choses plus calmes. Les intelligences plus calmes, c'est-à-dire on fait beaucoup plus la lecture, voilà, visuospatiale aussi, peinture, qui sont plus calmes. Et dans la salle de jeu, on garde les activités qui sont plus dans l'action, mais qui ont aussi lieu, qui touchent aussi des intelligences. Comme ce matin, vous avez pu voir lorsqu'on fait marionnette ou lorsqu'on fait déguisement, là on est dans le langage, vraiment dans le langage, et là les enfants peuvent s'exprimer comme ils veulent, ça donne une autre porte. L'intelligence musicale,
on a beaucoup de mal à mettre de la musique dans nos classes parce que c'est relativement bruyant. Vous avez vu, on est nombreux. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Si on ne met pas un endroit spécial avec un temps spécial, on n'en fait pas souvent, en fait. On fait simplement sur des moments formels. Alors que là, on a pu voir, par exemple, avec Pierre, que Pierre, là, il était bien, il était dans son petit monde. Et ça, c'est une possibilité qu'on donne chaque jour sur un temps donné, où on peut entrer et que chaque enfant puisse avoir, là vous avez vu dans la salle ici, il y avait donc celle qui était, il y avait l'intelligence musicale, il y avait aussi l'intelligence kinesthésique avec les tapis, il y avait aussi la grosse structure derrière qui est aussi l'intelligence kinesthésique, mais aussi visuospatiale, organisée. Donc on a mis, alors il y a à peu près 4 ou 5 intelligences représentées, donc elles se croisent avec celle de la classe. Et puis celle qui est très importante, hein, messieurs, c'est toute l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose ensemble. Et ça, c'est aussi, souvent on est en grand groupe, l'idée de faire un petit groupe permet des échanges, et vous avez vu la création qu'il y a eu, ne serait-ce que dans tout ce qui a été présenté, que ce soit les enfants qui étaient sur la structure, sur les tapis. En fait, c'est un lieu d'échange aussi. Et ce côté-là, on ne peut pas oublier cette intelligence-là, que ce soit l'intra-personnel ou l'inter-personnel. Alors, l'intra, elle est plus représentée dans la classe, c'est-à-dire on a mis le ciel de lit dans le coin bibliothèque, où là, les enfants qui ont besoin, ils s'enferment derrière le petit rideau, ils ne sont pas loin, ils sont avec nous quand même, mais ils peuvent être seuls. Et c'est un petit coin pour être tout seul, pour avoir des temps quand on est nombreux. On voit bien avec les petits qu'il y a des enfants qui saturent du groupe et il faut leur laisser ce temps-là. Donc ça a changé tout ça puisqu'il a fallu réfléchir pour pouvoir installer, pour que dans la classe soient représentées toutes les intelligences, que ça soit l'intra, l'inter, la musicale. Et ça a changé beaucoup de choses. Et ça a permis de voir des enfants avec un autre regard, puisque des enfants qui peuvent très difficilement, qui sont très timides, peuvent tout d'un coup, sur le côté marionnette, parler beaucoup, s'exprimer, et ça nous permet de regarder les enfants différemment, c'est-à-dire que des enfants qu'on peut penser timorés ou en retrait, dans d'autres lieux, par exemple avec la musique, par exemple. Moi j'ai vu des enfants très en retrait, mais en musique, c'est flagrant, des enfants qui sont capables de montrer une prestation musicale, alors qu'ils sont vraiment en retrait, ils n'aiment pas le groupe. Donc c'est tout ça, ça nous donne un regard sur les enfants différent. Alors les objectifs, oui, des objectifs à grande échelle au niveau de l'école, on les a déjà construits les objectifs parce qu'on a déjà fonctionné toute l'école, on a fait une semaine intelligence multiple. Donc où là, on a intégré tous les enfants de toute l'école en les mélangeant et en les faisant passer dans des ateliers pour chaque intelligence. Et puis après, de répertorier lesquels ils avaient les mieux aimés, où ils étaient. Et là, on a découvert vraiment énormément de choses, aussi pour les enfants de primaire, puisqu'ils étaient mêlés avec des enfants de maternelle, et que là, on a eu un autre regard dans leur relation aux enfants, dans la relation au groupe, voilà. Et du plaisir qu'ils prenaient, par exemple, en faisant du land art, alors que l'écriture, ils n'aiment pas, mais écrire avec des pierres ou avec des feuilles, ça, ils adoraient. Donc, ça nous donne, voilà. Mener sur un long terme, ça devient... c'était parfois complexe puisque les écoles, elles changent. Il y a des changements d'enseignants. Nous, on a eu droit à ça aussi. Donc, quand les enseignants changent, il faut tout relancer. Parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas au courant, il faut vraiment démarrer au départ. Donc, à chaque fois, c'est beaucoup d'investissement. Dans la classe, les choses évoluent en fonction de ce que j'apprends aussi, puisque je fais aussi partie du groupe de recherche Graines de l'IFECOM. Donc, ce groupe-là de recherche, on pointe des choses importantes. En ce moment, on travaille sur les émotions, qui sont très, très importantes dans les apprentissages. Donc, je suis obligée de laisser de côté certaines choses pour pouvoir m'investir plus cette année, j'ai mis la priorité, sur les émotions, c'est-à-dire être capable de parler de ses émotions. On s'est rendu compte que, et ça maintenant c'est prouvé, il y a des expériences qui ont été tentées et qui ont été écrites, qui ont été tentées au Québec, qui montrent bien que des enfants qui sont capables de voir les émotions chez les autres, c'est-à-dire comprendre que quand on est en colère, c'est ce qu'on apprend aussi, comprendre quand on est en colère, qu'on n'y va pas, on ne va pas embêter si on est en colère. En colère, on dit « t'arrêtes, tu arrêtes ».
Et que ça, quand on a cette intelligence-là, on est en meilleure relation avec les autres, mais même adultes. C'est-à-dire que l'expérience a été faite sur une étude qui a duré. Et que les enfants qui avaient la meilleure connaissance des émotions en maternelle avaient les meilleures relations au primaire et au collège. D'où l'importance, en plus avec les événements qui ont eu lieu, ça fait pas si longtemps que ça, d'apprendre aux enfants cette intelligence émotionnelle, d'avoir de l'empathie, de comprendre que si je me mets en colère, je peux me mettre tout seul, mais que la colère, si quelqu'un est en colère, on vient pas l'embêter. Voilà, c'est dans tout ça. Et donc là oui, il y a des orientations. Après, on travaille en permanence ensemble, puisque à chaque concertation, on a quand même toujours... on est dans cette mouvance maintenant. On ne peut plus faire comme si on ne savait pas. On a appris des choses par les neurosciences, comment fonctionne le cerveau. Maintenant, on ne peut pas faire comme si on ne savait pas. Il y a plein de choses nouvelles, on découvre, qui sont très importantes. Et on peut... Donc, pour nous, oui. De là à dire que ça apparaît, que ce soit flagrant dans toutes les classes, non. Mais dans le regard que les enseignants portent, oui. Parce que ça a changé quelque chose à l'intérieur de nous. Ça nous a vraiment changé de se dire que le cerveau ne fonctionnait pas comme on imaginait. Donc c'est sûr que ça change. Après, dans la réalité, c'est peut-être pas si flagrant que ça. Mais je pense que pour chacun des enseignants, c'est de toute façon une meilleure écoute individuelle de chacun.